d'œuvre qualifiée dans le domaine de l'automobile, puisque vous vous opérez dans le domaine de l'automobile? Merci pour la question. Donc effectivement, nous, je vais expliquer un petit peu mon parcours déjà. Donc moi, après avoir obtenu mon certificat d'aptitude professionnelle, donc en tant que technicien automobile et plus spécifiquement pardon, dans l'électronique, donc j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise en France. Donc entre-temps, je faisais beaucoup d'allers-retours au Mali. Et à chaque fois que je venais, donc forcément, on me sollicitait pour divers problèmes. Donc, et la plupart du temps, des problèmes électroniques. Parce qu'il faut savoir que, et comme tout le monde le sait tous, le parc automobile malien se rajeunit d'année en année. Donc on commence à avoir beaucoup de véhicules électroniques. Et de ce fait, on commence à avoir des problèmes. Et ce problème, c'est parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre qualifiée. Donc moi, j'ai décidé, donc il y a 2 ans, de m'installer au Mali pour ouvrir mon entreprise. Pour ouvrir mon entreprise et pour pouvoir justement répondre à cette demande et essayer de contribuer à moderniser ce secteur qui évolue d'année en année. J'ai eu par exemple du mal à faire mon recrutement correctement parce que, voilà, comme j'ai dit, j'ai ouvert on va dire cette entreprise pour répondre à une certaine demande qu'il n'y avait pas. Donc forcément, je ne peux pas tout faire tout seul. Il me fallait une équipe, donc j'ai dû les former. J'ai même été récupérer des jeunes dans des centres de formation qui avaient jusqu'à 3 ans, voire 4 ans d'année. Donc moi, la première question que je pose quand je prends un élément, c'est est-ce qu'il sait utiliser un outil diagnostique? Pourquoi cette question? Parce qu'aujourd'hui, c'est essentiel dans un garage. Vous voyez, parce qu'il faut savoir qu'avec cet outil diagnostique, il est possible de réparer un véhicule sans avoir d'outils particuliers. Et c'est très 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 important et aujourd'hui c'est l'avenir. Donc moi, comme j'ai dit à chaque fois, hier c'était la mécanique. Aujourd'hui on est entre les deux, donc l'hybride et la mécanique, et demain c'est l'électronique. Vous voyez, donc si, on va dire, si on continue à accuser ce retard, ça va être très très compliqué dans les années à venir. Donc aujourd'hui je suis là pour apporter ma contribution. Et donc pour créer de l'emploi dans un premier temps, parce que ça permet de créer de l'emploi, et derrière donc avec un objectif de formation, bon, pour essayer de voilà, d'apporter à cette jeunesse qui en a besoin un savoir-faire qu'ils n'ont pas forcément appris, parce que j'ai été dans pas mal de centres de formation et j'ai vu que la formation était essentiellement comment dire, c'est-à-dire l'ancienne mécanique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des programmes qu'on leur donne, mais qui ne vont pas forcément être utiles. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas forcément employables. La preuve, j'ai dû apporter mon expertise et ma formation, enfin, et mon savoir-faire pour les former, justement pour qu'ils puissent répondre à cette demande. Merci beaucoup, M. Diarra. Donc, on va se tourner vers celui qui s'occupe de la formation. On nous signale qu'il faudrait former des gens sur un programme qui répond aux besoins actuels du pays et futurs du pays. Comme l'a signalé Diarra, il faudrait que le contenu du programme soit adapté à nos besoins. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en tant que directeur d'un centre de formation professionnelle, sur le profil que vous formez au niveau de votre centre? Merci, M. Cissé. Je vais dire d'abord que les programmes, effectivement, c'est des programmes qui ont été élaborés il y a à peu près 5 ou 6 ans. Je vais commencer d'abord à dire que les profils de Mme Diallo et de Diarra, ces profils-là existent déjà chez nous. Le centre de formation professionnelle et d'autres centres publics ont été créés effectivement que c'est pour satisfaire à ces demandes, les demandes des entreprises. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? C'est insuffisant, mais on continue encore. Ça veut dire que nous avons déjà commencé et qu'on continue à s'améliorer. Ces programmes, effectivement, sont dans le domaine des BTP. L'intervention de Mme Diallo et de Diarra ont parlé des BTP. Et le centre de formation professionnelle de Sénou, effectivement, a été stratégique. Stratégique dans ce sens que le centre a été créé uniquement pour former sur les BTP.
Et les profils que vous venez de dire, ces profils, nous avons déjà ces profils. Le programme, il s'agit d'améliorer le programme, effectivement, avec la contribution des entreprises. C'est là où on doit parler adéquation, formation, emploi. Les programmes ont été élaborés, peut-être, quand les programmes étaient élaborés, sans beaucoup de contributions des entreprises. C'est-à-dire que le besoin était là, mais est-ce que ce besoin de 5-6 ans avant, ce besoin-là est encore là? Mais ces programmes qu'on continue à dispenser aujourd'hui donnent un niveau, parce que c'est Mme Diallo qui avait parlé de niveau, le niveau ingénieur, le niveau technicien supérieur, le niveau de technicien BT, le niveau de CAP, tout ceci, c'est niveau jusqu'au niveau CQP. Effectivement, nous avons des niveaux. Le niveau CQP, on donne le diplôme de CQP. Et ce certificat de CQP a un niveau 1, niveau 2, niveau 3. On peut toujours continuer à l'améliorer. Ça équivaut aussi à des diplômes comme des diplômes de technicien supérieur. Maintenant, pour réellement décrire et répondre à la question, c'est de dire le résumé que les programmes aujourd'hui, effectivement, répondent à certaines préoccupations des entreprises parce que ces programmes doivent être actualisés et doivent être implantés. 2, ces programmes doivent être faits avec les entreprises, c'est-à-dire que tout qui est adéquation emploi et sur le besoin des entreprises. Et 3, les formateurs. Les formateurs doivent être formés et c'est là où la diaspora doit intervenir. Pour la formation des formateurs, un expert de la diaspora qui, même de passage en famille, peut faire escale dans un centre de formation professionnelle pour partager son expérience. À travers la plateforme aujourd'hui qui est un outil de partage des compétences, on peut faire une formation pour les formateurs, pour les apprenants et même pour le public à travers cette plateforme. C'est un outil de partage. Il ne s'agit pas seulement de se déplacer qu'à pour venir. Donc c'est pourquoi l'importance du programme, en tout cas pour les centres de formation professionnelle et pour les entreprises. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et je voulais juste continuer toujours avec vous. Est-ce qu'il y a un profil spécifique au niveau des formateurs qui est en pénurie là en ce moment chez vous? Est-ce que vous avez tous les profils de formateurs qu'il vous faut? Nous avons tous les profils de formateurs que nous avons, ce que je viens de dire, mais ces formateurs ont besoin de formation. Et pour que ces formateurs soient formés, c'est soit on demande à un expert de l'étranger ou bien un expert au niveau national de les former, ou bien la diaspora. C'est ça l'utilité même de la diaspora. On peut former les formateurs. Les formateurs sont toujours disponibles, on peut les former en ligne, à distance, ou bien ce que j'ai dit, même de passage, on peut les former. Okay. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Renforcement de capacité, de plus. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, monsieur Diarra. Vous, au quotidien, quels sont les types de formations que vous donnez aux personnes que vous recrutez pour compléter le manque de formation que vous avez décrié au niveau des centres de formation à la base avant de venir chez vous sur le marché? Alors là, j'accompagne souvent les jeunes et mon équipe. En fait, la formation, elle est plus tournée vers c'est-à-dire les véhicules de dernière génération. Parce qu'ils commencent à arriver de plus en plus au Mali. J'en ai certains même qui viennent au garage. J'ai déjà eu des véhicules 100% électriques. Donc on est vraiment concentré sur ça. La plupart du temps, en général, ils maîtrisent bien tout ce qui est l'ancienne mécanique. Donc il leur manque une partie, et cette partie qui est l'avenir en fait. Voilà, donc c'est essentiellement vers c'est vers la mécanique moderne, tout ce qui est électronique. Par exemple, aujourd'hui, on va dire plutôt avant, quand on changeait une pièce et c'était terminé. Aujourd'hui, quand on change une pièce, il faut un appareil. Pour certaines pièces, il faut un appareil pour prévenir le véhicule qu'on a changé cette pièce. Vous voyez, sinon, par exemple, la pièce va refuser de fonctionner correctement. Donc, c'est vraiment essentiellement sur ça qu'on essaie d'évoluer, quoi.
Merci beaucoup, Monsieur Diarra. Madame Diallo, vous, en tant que personne chargée du recrutement, est-ce qu'on peut estimer le manque à gagner ou l'impact négatif de ces de manque de profil que vous avez identifié tantôt pour votre entreprise et pour le... Oui, bien sûr, il y a quelques impacts négatifs qui sont assez importants, on va dire, pour nous, déjà en tant qu'entreprise, comme par exemple, déjà la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, ça peut... Voilà, c'est bon? Ok. Donc, je disais tantôt, cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée, on va dire, peut créer des impacts négatifs en termes de productivité, par exemple. Donc, ça peut augmenter les temps d'arrêt de l'usine ou bien des opérations. Donc, ça, déjà, ce n'est pas bon pour les entreprises, les environnements de production. Il y a aussi l'augmentation des coûts parce qu'on doit mettre des fonds supplémentaires pour la formation qu'on doit faire, bien sûr, mais à un moment donné, on doit en faire plus que prévu, vous voyez. Donc, il y a ça. Il y a aussi, comme je disais tantôt, le manque de spécialistes peut créer peut-être une réduction dans l'innovation. Comme il le disait tantôt, M. Diarra, les technologies, il y a beaucoup de technologies avancées. Et vous allez trouver que dans beaucoup de grandes mines, tout est informatisé et certaines mines ont des technologies vraiment de pointe dans leurs usines. Donc, il faut être à la page. Voilà. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Madame Diallo. Je vais me tourner vers Madame Sissako pour une dernière question pour vous, Madame. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pouvez, vous, en tant que chef d'entreprise, et je pense que vous êtes de la diaspora, vous vivez en France, est-ce que vous pouvez contribuer en tant que chef d'entreprise pour relever ces défis qui ont été mentionnés ici dans la salle? Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet de la formation, il est central, mais il y a peut-être un point sur lequel je tiens à insister. C'est un point que j'appelle le syndrome du côlon. C'est peut-être une expression qui vous fera rire, mais dans les personnes que j'accompagne au retour, à l'installation, à l'entrepreneuriat ou au salariat au Mali, il y a souvent cette fausse croyance de dire que celui qui a fait ses études à l'extérieur a tout à apprendre aux Maliens, alors que tout simplement, des fois, simplement le fait de parler bambara, c'est pas un acquis. Donc je pense que certes, la diaspora vient avec un autre regard, parce qu'elle a une autre réalité, mais à aucun moment sa réalité, ou en tout cas sa formation est supérieure. Il y a des enjeux de technologie, comme disait Sabine tout à l'heure, il y a des enjeux de technologie. À titre d'exemple, effectivement, les véhicules neufs vont demander une compétence particulière qui n'est pas su par les Maliens, pas parce que les Maliens sont moins formés ou moins ingénieux, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, sur la circulation malienne, il y a un nombre de véhicules hybrides ou électriques qui est assez mince. Mais ce qu'il faut aussi dire au sujet de l'emploi de la diaspora, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui est celle qu'on vit aujourd'hui. On vit une période très particulière au Mali, qui est que le Mali n'a pas bonne presse à l'international, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, et ça rend le Mali un pays peu attractif, même dans la sous-région, pour l'emploi. Ce qui fait que le marché du travail malien doit être occupé en priorité par les Maliens eux-mêmes, mais la très bonne nouvelle, ce que je peux vous dire moi depuis Paris, c'est qu'on a, malgré les coupures d'électricité, malgré les difficultés qui sont traversées par le Mali, des jeunes qui sont délibérément motivés à rejoindre le Mali parce que ça fait plus de sens pour eux, parce qu'ils ont fait l'expérience de l'Europe, grandi, étudié, ils ont absolument tout fait ici, mais ils arrivent finalement à ce plafond de verre quand on arrive et qu'on gravit les échelons dans une société. Moi, j'ai travaillé dans une société assez puissante en Europe qui était même dans le secteur de l'information. J'ai finalement fini par démissionner parce que ça ne m'animait pas plus que ça. Donc la diaspora est prête à rentrer, à s'engager, à former, parce que ça nourrit aussi un besoin d'ancrage, parce que parfois, quand on a grandi en France, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus quelles sont nos origines, on a des contacts assez courts et assez brefs avec le Mali, et le fait de s'engager de façon concrète, ça vient boucler la boucle, et ça vient recéler ce lien qu'on a avec notre terre natale, qui est le Mali, et la terre de nos parents. Et encore, pour revenir sur le contexte qui est assez sensible, mais qui est une réalité, je pense qu'on est obligé de le nommer en parlant aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a finalement
une tension entre ces deux identités qu'on peut avoir, mais je pense que la diaspora est assez claire. Elle se voit, elle se projette du côté du Mali parce qu'elle voit tout le potentiel qu'a le Mali, malgré le temps sensible qu'on traverse. Elle voit tout ce que le Mali peut lui offrir et tout ce qu'on a comme perspective positive. Donc ça ne décourage pas du tout cette situation malienne de l'électricité, des problématiques qu'on peut avoir, même si on sait que c'est difficile et on n'oublie pas les difficultés dans lesquelles les Maliens qui vivent au Mali sont. Et on reste tout aussi mobilisés et partants pour la suite, évidemment. Merci. Ça ne marche plus? Oui, ça marche. Ok. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé notre temps. On va juste demander s'il y a une ou deux questions dans la salle, maximum, pas plus de 2 questions. Et pas de commentaires, s'il vous plaît. Juste une question aux panélistes. Et si c'est le cas, on donne la parole à quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, on invite la maîtresse de cérémonie pour venir récupérer le micro. Il y a une question, Madame Keita. Donc, vraiment remercier M. Sissi qui s'est énormément battu pour ce programme-là, j'en suis témoin. Remercier les autorités maliennes qui l'ont toujours accompagné et surtout l'actuel ministre qui a repris le programme et qui l'a amené là où on voulait que le programme aille. Juste dire au responsable, le directeur du centre de formation, en fait, il n'y a pas de concurrence entre la diaspora et les Maliens qui sont ici. On n'a jamais dit qu'on était supérieur aux Maliens qui sont au Mali. Moi-même, j'ai fait toute ma formation au Mali, jusqu'au bac. Et quand je suis arrivée en Europe, j'étais première. Donc, il n'y a aucune différence pour l'éducation au Mali ou en Europe. Seulement, c'est qu'en ce moment, comme l'a dit Assitan, il y a un phénomène qui fait que beaucoup de la diaspora, on veut revenir au Mali. On veut revenir au Mali parce que c'est notre pays, qu'on a des compétences et partout on passe, on voit que les Maliens ont énormément de compétences à l'extérieur. Et cette compétence, ce n'est pas les autres qui vont venir développer le Mali, ce sont les enfants, les fils et les filles du Mali qui vont le développer. Donc quand la diaspora arrive, on n'est pas une menace. C'est parce qu'on aime le pays, les compétences qu'on a eues, on veut les mettre au service du pays. Donc la diaspora ne peut pas juste être formateur des formateurs, on veut aussi participer au développement du pays, on veut aussi être embauché dans les entreprises. Effectivement, il faut que les jeunes ou les moins jeunes qui arrivent soient aussi moins exigeants sur les salaires, mais amènent leurs compétences pour développer le pays. En fait, il faut mettre l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel. Quand le pays se développera, effectivement, les salaires vont augmenter et il y a tout à faire au Mali. Donc, il y a vraiment un retour de la diaspora et il faut que les autorités mettent en place quelque chose pour recevoir ces jeunes-là qui arrivent. Comme l'a dit Assitan, ce n'est pas parce qu'on parle bambara qu'on connaît le Mali, surtout nos enfants, certains qui ne sont jamais venus au Mali. Et donc, il faut les accompagner, qui ont l'amour du pays. Certains ne sont jamais venus, mais ils veulent venir vivre au Mali. Donc, c'est juste ça. Il n'y a pas de concurrence entre la diaspora et ceux qui sont ici. C'est que les compétences qu'on a, on veut juste le mettre au service du Mali. Merci. Et le Mali a besoin de vos compétences, madame. Et le Mali a besoin de compétences de tous ses fils et de toutes ses filles, que ce soit des gens qui sont à l'intérieur du pays ou de la diaspora. C'est ensemble qu'on va construire ces pays-là. Merci beaucoup. Je pense qu'on va terminer là. Merci infiniment. Je passe le micro à la maîtresse. Pardon? À une question. OK, on a le temps? OK, d'accord, madame. Alors. Bonjour, donc moi c'est Madame Traoré Fatoumata. Je suis médecin et fondatrice d'une entreprise de formation en santé. Et ma question c'est, j'ai entendu parler de défis contre la pauvreté. Qui dit pauvreté dit que les besoins de base ne sont pas satisfaits, à savoir l'éducation, la santé et tout ce qui est agriculture. Donc ma question concernant le programme, c'est est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont prioritaires par rapport à d'autres ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie qui a été donnée pour savoir quels sont les besoins prioritaires concernant la formation professionnelle? Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est pour toi, Mahamadou. Donc, il faudrait que tu te rapproches. C'est pour le programme, donc viens. Rapidement. Pour le programme?
Docteur Cissé, tu peux aussi répondre. Tu es membre du comité technique et scientifique. Merci pour la question. Effectivement, il y a des secteurs prioritaires. Nous en avons dénombré 7 pour l'instant. Maintenant, il y a la santé, il y a l'agriculture, nous avons la formation professionnelle, nous avons même la culture, figurez-vous, l'UNESCO. Donc c'est pour dire, en fait, en allant regarder sur le programme, vous allez trouver ces secteurs-là, mais ce ne sont pas seulement ceux-là qui sont... en tout cas, ce sont nos priorités du moment. Donc on a ciblé ces 7 secteurs-là. Je ne sais pas si je réponds correctement à la question. Mais bon, voilà. Oui, je pense que tu es la voix la mieux autorisée. Oui, Merci. je voulais juste rajouter, parce qu'on entend beaucoup parler de diaspora, mais on parle de développement d'un pays. Il faut que ça soit durable. Et je voulais savoir, est-ce que vous appuyez sur les personnes qui sont déjà au Mali? Parce que faire venir les gens de la diaspora, d'Italie, d'Espagne, France, c'est très bien. Mais on est nombreux à être déjà sur place depuis déjà plusieurs années et avoir une expertise dans certains secteurs d'activité. Merci. Absolument, elle est pertinente la question, mais vous voyez la présence de Sabilé Diarra qui est déjà rentrée, qui a reçu Madame le ministre accompagnée de son collègue dans son garage pour aller l'encourager parce qu'il a osé les retours. Vous avez aussi Madame Khan, qui est aussi de la diaspora, qui a fait ses études à l'extérieur. Effectivement, je pense qu'il y a une voie mieux autorisée, parce qu'il y a un ministère qui est dédié aux Maliens établis à l'extérieur, qui a beaucoup de programmes. Il y avait eu le CTC, qui a accompagné les diasporas. Et même ceux qui étaient rentrés moins de 2 ans, on les accompagnait avec un fonds de jusqu'à 14 000 €. Donc il y a des programmes, je ne dis pas que c'est suffisant, parce que j'en fais partie, je suis entrepreneur avant de rejoindre l'administration. Il faut encore faire, mais il y a des programmes qui sont en place, il y a des accompagnements qui sont faits. On ne fait pas de distinction, comme l'a dit la grande sœur Djeneba, entre Maliens de l'extérieur et de l'intérieur, nouvellement venus essayer à venir. C'est vraiment les compétences dont on a besoin. Si on cherche quelqu'un dans la santé et que vous êtes au Mali, on va chercher votre expertise. On n'aura pas forcément besoin d'aller chercher quelqu'un en Espagne ou en Italie. Donc c'est vraiment la diaspora dans sa globalité, pour ne pas dire les Maliens dans leur globalité. Merci. Merci beaucoup, Mahamadou. Donc, Madame, avec votre autorisation, Madame le ministre, on va s'arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les panélistes. Merci.